Donc je suis Florent de la société SQP, merci d'être présent ce matin. Aujourd'hui on va regarder un petit peu ça va être un webinaire spécial Synology. Le but c'est de voir les nouveautés, les fonctionnalités 2017-2018, qu'est-ce qui nous attend. Donc on va regarder un petit peu ça et puis surtout comment trouver les produits adaptés par rapport aux besoins de vos clients. Donc on va reprendre le sommaire, une première partie, une petite courte présentation sur les services qu'on propose chez SQP. Deuxième partie, comme je l'indiquais, présentation des outils NAS Synology, puisque la force de Synology, c'est quand même sa partie applicatif et son système. Troisième partie, présentation des serveurs NAS Synology par catégorie, par team, pour les PME, grandes entreprises, moyennes, suivant les besoins. Et puis après, rapidement, je vous montrerai quand même, on a pas mal de petites nouveautés chez SQP qui peuvent vous intéresser. Donc une petite communication sur ça. Et puis un point questions-réponses, si vous avez des questions, comment mettre en place des solutions ou autre. Donc allez, on est parti. SQP, ça fait plus de 12 ans qu'on fait des NAS. On a d'abord commencé avec QNAP, puis on travaille avec Synology. Donc ça fait vraiment un moment qu'on est spécialisé dans ce type de stockage. Là, on essaye de se développer aussi sur la partie SAN, si ça vous intéresse. On a énormément de références en stock, plus de 320. On propose aussi des forfaits d'assistance pour la mise en place de certaines solutions. Donc si vous avez besoin d'aide pour la mise en place de réplication ou autre, vous pouvez faire appel à nous et aux services techniques. Bien sûr, on propose à chaque fois les contrats de service, 3 et 5 ans. Le NAS, comme vous savez, il est prêt à l'emploi, initialisé avec les disques durs, un système d'exploitation, un compte utilisateur et une adresse IP. Concernant les contrats de service, il faut contacter le support technique, donc Fedaker ou moi-même. Et puis on fait des échanges anticipés, J+1, sur les mécaniques, sur le châssis, sur l'alimentation ou autre. Donc ça, c'est directement au support. Alors, Synology, donc marque la plus réputée sur les NAS, grand public, et puis aussi dans l'univers professionnel, c'est une marque qui vient de Taïwan et qui avance, et je trouve qu'il s'oriente vraiment sur les parties soft, vraiment développe son soft et se différencie de QNAP, c'est-à-dire qu'aujourd'hui avec QNAP, on a à peu près 150, 160 références de NAS, de serveurs différents. Chez Synology, on a un peu moins de 40 serveurs, donc la gamme est moins large. Des fois, QNAP arrive à répondre à des besoins bien spécifiques, mais la force de Synology, ça va être quand même son écosystème et puis ses applicatifs. Donc c'est ce qu'on va regarder dans un premier temps. Donc comme vous savez, ben, les différentes fonctionnalités de base d'un serveur, ça va être du partage de fichiers, de la sauvegarde, mais aujourd'hui un serveur il peut servir pour la mise en place de sécurité à l'aide d'un serveur VPN. Vous pouvez héberger même une boîte mail, c'est-à-dire que Synology propose un serveur de messagerie propre sur lequel après derrière va se greffer des comptes d'utilisateurs. On va vraiment pouvoir monter un petit serveur mail. Nous avons tout ce qui est solution plus ou moins SAN avec l'ISCSI et la virtualisation. On a les services de backup dans le cloud, une sécurité de données puisqu'il intègre des pare-feux pour sécuriser les informations ainsi qu'un antivirus. Tout ce qui est partie multimédia pour faire du transfert de fichiers, des accès via du DLNA ou du partage. On peut aussi héberger des sites web et un gros point sur la surveillance. Donc tous les NAS proposent plus ou moins ce type de fonctionnalité. Il y en a d'autres bien sûr qu'on va regarder ensemble. Mais voilà, c'est-à-dire que suivant le NAS que vous allez prendre et la puissance du serveur, vous allez avoir certaines fonctionnalités qui vont être activées ou non. Et puis surtout, exemple, je prends le serveur mail, si on prend un petit NAS, ben, peut-être que le serveur mail il va pouvoir gérer 10-15 comptes, alors que si on va prendre un gros châssis, on va pouvoir gérer jusqu'à 6000 comptes. Voilà, voilà l'exemple.
Alors, sa grosse force, donc, c'est son système d'exploitation qui est en Linux, full 64 bits. Aujourd'hui, on est sur une version qui se nomme la 6.1.4 qui vient tout fraîchement de sortir. La 6.1.4, qu'est-ce qu'elle intègre? Elle finalise euh, l'outil pour virtualiser directement son système d'exploitation à l'aide des ressources du NAS. Elle intègre aussi une amélioration sur tout ce qui est partie ISCSI. Donc tout ce qui est Lune ou autre, on a une amélioration sur ce genre de service. Et puis après, il faut savoir si vous utilisez une Synology. Aujourd'hui, on a des updates régulièrement. Alors les updates, c'est vraiment pour les failles de sécurité hein, aujourd'hui et les bugs. La 6.2 est dans les tuyaux, elle va arriver l'année prochaine. Elle va intégrer pas mal de nouvelles fonctionnalités. Les snapshots pour les processeurs ARM, donc pour les petits NAS, on va pouvoir faire du snapshot. Et puis on va avoir d'autres fonctionnalités. Et ça, de toute façon, je vous le présenterai sûrement dans un prochain webinaire parce que c'est toujours pas sorti. Mais c'est en cours de développement. La force aussi, c'est sur sa partie mobile. Aujourd'hui, vous avez sur l'Apple Store ou sur Android un ensemble d'applications qui vous permettent de vous connecter à votre NAS à distance. Alors ça, c'est une force pour vos clients. Voilà, aujourd'hui, ils utilisent Dropbox, OneDrive ou autre. Ils ont besoin d'accéder à leur data à distance, que ça soit sécurisé. Ils préfèrent l'avoir directement chez eux et l'exploiter. Vous avez un ensemble d'applications, que ce soit pour la photo, la vidéo, mais surtout pour les fichiers, sur lesquels vous allez pouvoir déplacer, récupérer vos fichiers. Alors ce qui est important, c'est que les fichiers, on va pouvoir les ouvrir. Exemple, un fichier Word, on va pouvoir l'ouvrir. Par contre, on ne pourra pas le modifier directement à partir de l'application. Il faudra d'abord le télécharger, puis après faire la modification pour le réenvoyer directement, le re-uploader sur son NAS. Et puis après, on a tout ce qui est vidéosurveillance. Et on a même du management, du central management pour vérifier que les notifications, tout se passe bien sur le serveur, ce genre de choses. Donc il y a pas mal d'applications, tout est gratuit, bien sûr, sur les deux plateformes Android et iOS. Une des fonctionnalités basiques, on va dire, mais qui est demandée pour vos clients. Souvent, ils vous disent, voilà, moi j'ai besoin de transférer des gros fichiers à un client, mais à chaque fois, je passe par des solutions telles que du WeTransfer ou ce genre de choses. Ils ont la possibilité, à l'aide du serveur, tout simplement, de partager et de sécuriser les fichiers. Il n'y a aucune limitation. Tout simplement, vous allez faire un lien de partage. On va pouvoir l'envoyer par mail ou par d'autres moyens, même envoyer un QR code. Et par-dessus, vous allez pouvoir mettre une rétention sur ce fichier que vous allez partager. Une rétention en termes de délai, donc de 7 jours, une semaine ou illimité. Et vous allez même pouvoir mettre un mot de passe. Vous allez pouvoir aussi définir si le fichier peut être seulement lu et pas modifié. Il y a vraiment pas mal de choses. Et donc ça, c'est vraiment des fonctionnalités qui sont intégrées de base et c'est des arguments pour vos clients. Et c'est tellement de base que des fois on l'oublie hein, pour faire le partage de fichiers. Mais moi, je sais que je l'utilise énormément quand j'ai besoin de partager des gros fichiers à des clients, même des présentations ou autres. Je sais que c'est directement accessible à partir de mon serveur. Et puis je mets une limitation parce que j'ai pas envie que ces liens soient indéfinis. Donc voilà, il faut y penser à ce genre de solution. Ensuite, on a tout un point sur la surveillance station, qui est souvent oublié. Il y a des gros projets qui sont mis en place chez des clients pour la vidéosurveillance. Surveillance Station, donc qui permet de centraliser les différentes caméras pour faciliter la gestion. On peut avoir aussi bien sûr des analyses d'images avec un système d'alerte, c'est-à-dire que vous pouvez dire à l'aide de cette application qui va fonctionner sur les différents navigateurs web ou même sur les appareils mobiles où on peut même installer sinon une API directement. Vous pouvez mettre des alarmes. Exemple, si la porte s'ouvre, enregistre à partir de ce moment. Si un objet manque, enregistre. Donc c'est utile pour les entreprises, c'est utile pour les particuliers, c'est utile pour plein de milieux. Là, les NAS qu'il faudra choisir, il faudra choisir des disques durs avec des mécaniques plutôt de type surveillance qui sont optimisés justement pour l'enregistrement.
Et puis, vous allez avoir un niveau de licence qui sera défini sur les NAS, c'est-à-dire que suivant le NAS que vous achetez, vous avez une licence pour 2 caméras, ou 4 caméras, ou 6 caméras. Et après, donc, c'est des packs de licences que vous rajoutez directement dans Surveillance Station qui va vous permettre de rajouter des caméras. Vous avez une liste de compatibilité sur le site Synology qui est énorme en termes de caméras, je crois qu'il y a plus de 2000 ou 3000 références. Et après, ils prennent un plugin aussi qui est universel, donc même si vous avez une caméra qui est pas pris dans la liste de compatibilité, mais qui intègre ce plugin universel, vous avez quand même la prise en charge de la caméra par rapport au serveur. Si vous avez besoin d'avoir un écran avec un clavier et une souris, Synology a prévu ça avec un boîtier qui s'appelle le VS. Le VS, donc ça va être un boîtier qu'on va relier en réseau au NAS, sur lequel on va pouvoir brancher un écran en HDMI ou en VGA, un clavier, une souris, et on va pouvoir avoir un terminal de surveillance qu'on pourra mettre n'importe où. Concernant un peu comme je disais, on a les détections de mouvement, les objets manquants, les objets étrangers, l'occlusion de la caméra, la mise au point perdu, les zones de non-activité, le plugin que j'indiquais tout à l'heure, ce qui est le ACAP, et les falsifications. Donc tout ça, ce sont des alertes qu'on peut déclencher directement à partir de l'application. Là, petit point sur Synology Mail Plus Server. Alors Synology Mail Plus Server, ça va être utile pour les... alors Synology utilise que ça en interne hein, pour leur messagerie. Mais imaginons vous avez un client qui veut monter un petit serveur mail pour sa PME qui est en train de se développer, mais il veut garder ça en interne, il n'a pas envie d'utiliser les services Google ou il veut pas monter sur un Office 365. Il peut tout centraliser directement à partir de son NAS. Donc on installe l'application Mail Plus Server. On va administrer on va avoir son nom de domaine, donc directement pour sa messagerie. On va avoir la gestion de calendrier, l'anti-spam. Au niveau de l'interface web, on va avoir quelque chose qui ressemble beaucoup à Gmail. On va avoir des applications mobiles qui vont pouvoir tirer parti de Mail Plus. Et vous avez toute une suite de logiciels vraiment pour faire fonctionner un serveur de messagerie. Et ça fonctionne par plan de licence. Donc vous êtes limité à un nombre d'utilisateurs, enfin plutôt à un nombre de comptes. Plus vous allez vouloir rajouter de comptes, il faudra après derrière rajouter des licences. N'hésitez pas, l'application, vous la téléchargez directement sur le centre de paquets de Synology et vous pouvez regarder un petit peu où il y a des démos. L'outil est assez puissant, mais ça reste quand même plutôt pour les petites et moyennes entreprises, je dirais. L'intégration multiplateforme, c'est-à-dire que c'est NAS pour le partage. Ils comprennent l'ensemble des protocoles réseau, qui sont les plus connus, qui sont bien sûr le SMB, qui est le plus connu, l'AFP, qui est le protocole que je dis, de macOS, mais qui est en train d'être abandonné pour le SMB, et puis le NFS, qui est le protocole pour Linux, qui va vous permettre aussi d'être utilisé pour tout ce qui est la virtualisation. Mais bien sûr, il prend tous les autres protocoles, le WebDAV, le FTP, vous avez plein d'autres protocoles qui sont pris. Il prend tous les protocoles réseau et vous avez une intégration au Finder. Alors ça c'est pas mal, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les utilisateurs Apple ils sont énormément habitués à utiliser Spotlight ou le Finder, la petite barre de recherche. Par contre, ça fonctionne seulement dans macOS. Et macOS, qu'est-ce qu'il fait? Il indexe les fichiers qu'il y a sur son disque dur ou un disque dur externe. Il ne sait pas indexer un volume réseau. Aujourd'hui, Synology a mis en place quelque chose pour indexer le volume réseau et après le pousser vers le Mac. De telle sorte que sur macOS, quand vous allez faire une recherche dans le Finder ou dans le Spotlight, vous allez pouvoir retrouver les fichiers qu'il y a sur le NAS. Alors après, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas non plus à 100%. On a eu quelques petits couacs, mais aujourd'hui c'est le seul à le proposer. La concurrence ne le fait pas, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'utilisateurs qui sont habitués à travailler comme ça. Donc si c'est un prérequis pour valider une solution NAS, sachez que Synology le propose, c'est dans les options de partage et de réseau.
Ensuite, concernant les solutions de backup, il intègre un serveur Time Machine. C'est-à-dire que tous les machines Apple peuvent se connecter au NAS et utiliser Time Machine, l'application, tout simplement. Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire une limitation de la sauvegarde pour limiter le versionning, mais surtout pour limiter l'espace, puisque Time Machine, tant qu'il y a de la place, eh ben, il continue à enregistrer et à enregistrer. Donc là, on peut limiter. Et sinon, d'autres solutions à Time Machine, une alternative pour les environnements Apple, mais aussi Windows. On peut utiliser l'application Cloud Station Backup. Donc, on va mettre Cloud Station sur son serveur, puis Cloud Station Backup sur son PC ou son Mac. Et à partir de ça, on va pouvoir définir les répertoires ou les datas qu'on veut sauvegarder, et il va faire de la sauvegarde en temps réel. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une modification sur un des fichiers ou sur un des répertoires qu'on aura défini, il va se synchroniser avec le serveur, et derrière, vous allez pouvoir mettre du versionning. Donc ça, c'est de plus en plus utilisé par les clients parce qu'ils n'ont pas besoin d'avoir une sauvegarde complète de leur machine, ils ont juste envie de sauvegarder le bureau, les documents, téléchargements ou autre. Et à partir de ça, ils vont pouvoir faire leur sélection, leur backup et vraiment définir ce qu'ils ont besoin. Et ça, bien sûr, c'est gratuit. Cloud Station Suite sur le NAS Synology. Alors, donc ça, c'est vraiment l'option pour le cloud privé. Aujourd'hui, vous avez la possibilité avec les NAS Synology de mettre un Quick ID. Ce Quick ID va vous permettre de vous connecter à distance, ou même si vous ne le faites pas, vous aurez une IP publique. Et après, derrière, vous allez pouvoir mettre un ensemble d'applications. Donc, vous avez Cloud Station ShareSync et Cloud Station Server. Et après, vous avez différentes applications qui sont Cloud Station Drive et DS Cloud. Alors, on explique. On installe sur un NAS primaire Cloud Station Server, qui lui va être là pour centraliser les informations. Exemple, ce NAS, on veut qu'il y ait une synchronisation unidirectionnelle ou bidirectionnelle, donc dans l'un sens ou dans l'autre, vers un autre serveur qui est sur un site, exemple distant, ou que sur un site local. On va mettre sur ce serveur Cloud Station ShareSync et on va mettre en place une synchronisation en temps réel. Alors, dès qu'un fichier sera fermé, enregistré, dès qu'il y aura une modification, il va se synchroniser et ça ira dans les deux sens. Ça, c'est pour faire du NAS à NAS. Maintenant, si je peux aussi le mettre, exemple, sur mon smartphone. Je vais utiliser cette application. Donc, dès que je vais avoir, exemple, une modification qui va avoir lieu sur mon serveur, je vais avoir cette remontée directement sur mon smartphone. Pareil sur mon ordinateur. J'ai besoin d'accéder à un répertoire de travail. Je me connecte, dès que j'ai une connexion Internet, je vais sur ce répertoire de travail et il est synchronisé en temps réel avec les différentes machines qui utilisent aussi cette application. Ça fonctionne aussi en hors ligne, on peut accéder à un ensemble de fichiers et dès qu'il va y avoir dès qu'on va pouvoir se reconnecter à Internet, ce qui va se passer, c'est que tous les éléments qui ont été modifiés vont se resynchroniser directement dans cet écosystème de synchronisation. Donc ça nous permet en fait d'avoir un cloud complètement privé et sur lesquels on va définir les ordinateurs, les différents appareils qui vont se connecter dessus ou les différents serveurs. Là, sur le schéma, on a un ordinateur, un appareil mobile et un serveur, mais bien sûr, ça peut être X ordinateur et X serveur dessus pour la synchronisation. Et vous avez du versionning jusqu'à 32 versions différentes, parce que bien sûr, quand on fait ce genre de synchronisation, s'il y en a un qui fait une bêtise, ça va synchroniser sur les autres. Donc c'est bien de pouvoir quand même revenir en arrière pour récupérer un ancien fichier qui aurait été modifié par mégarde. Voilà, bah là on a l'exemple type pour le travail à distance sur deux sites, Paris, Lyon, deux entités qui veulent bosser sur le même projet. On a une synchronisation qui va se faire. Oui, élément important, le transfert entre les deux se fait via une encryption SSL. Alors c'est une option, mais c'est gratuit. Mais bien sûr, les datas sont cryptées entre les deux sites. Il y a pas de souci sur ça. Et puis ça prend en compte les gestions d'utilisateurs au niveau de l'Active Directory ou du LDAP.
Alors, le BTRFS. Le BTRFS, je ne sais pas si vous connaissez ça, c'est un système de fichiers qui remplace le système qui était intégré avant dans les NAS, qui était le XT4. Donc aujourd'hui, ils le mettent en avant Synology parce que ça risque d'être un standard pour pas mal de techno dans les univers Linux. Aujourd'hui, ça permet de définir les points forts, donc c'est au niveau des quotas. On va pouvoir définir un quota d'utilisation non pas seulement par utilisateur, mais aussi par dossier partagé. On va avoir une compression au niveau des fichiers, une défragmentation à la volée, un contrôle d'intégrité. Alors ça c'est quoi? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il arrive que vos données sont corrompues parce que le système de fichiers a rencontré un problème, une coupure à un moment, où il y a eu une défaillance au niveau d'un point de vue logiciel. Là, ce système de fichiers contrôle en permanence les données et fait une vérification. Ensuite, au niveau des snapshots, l'avantage du BTRFS, c'est qu'au niveau des snapshots, elle n'occupera pas d'espace de stockage supplémentaire sur le système. Sur d'autres systèmes de fichiers, le contrôle de fichiers occupera un espace supplémentaire égal à la taille de chaque dossier. Mais avec le BTRFS, les snapshots, c'est du zéro. Donc ça, c'est un énorme avantage. Et puis aussi, il est optimisé pour tout ce qui est SSD et petits fichiers. Donc les modèles qui prennent en charge le BTRFS, ils sont indiqués dessous. Vous avez sur la série 18, vous avez la plupart des modèles. Par contre, on remarque quand même que pour avoir du BTRFS, alors là ils sont en train de le mettre vraiment de plus en plus sur tous les nouveaux produits, mais on reste quand même sur des produits de la gamme Plus ou XS, donc des produits avec des serveurs Intel. Donc c'est un avantage d'avoir ce système de fichiers. Aujourd'hui, nous, quand on configure le NAS, si il y a cette fonctionnalité, le NAS le prend en charge, on le met de base. Bien sûr, si vous voulez pas travailler avec du BTRFS et travailler avec du XT4, vous pouvez changer. Mais bon, ça reste quand même un avantage, surtout pour les snapshots ou la compression et les contrôles d'intégrité. Alors, les snapshots. Donc ça aujourd'hui les snapshots c'est de plus en plus mis en avant et c'est énormément utilisé pour tout ce qui est sécurité ainsi que face au ransomware. Donc une sauvegarde complète peut être longue à exécuter, par ailleurs celle-ci nécessite généralement le verrouillage des données à sauvegarder pour empêcher que des données en cours de sauvegarde ne soient modifiées. Pour éviter cela, on peut créer un instantané. On réserve d'abord un espace de taille suffisante pour contenir les données à sauvegarder. Les données à copier et l'instantané ainsi initialisé sont divisés en blocs de données de taille fixe ou variable. Dans l'instantané, aucune donnée n'est encore présente, mais chaque bloc contient un pointeur vers le bloc correspondant sur le système d'origine. Alors ça, c'est un peu plus ou moins la définition, hein. Lorsqu'un bloc de données à sauvegarder est modifié, les données d'origine de ce bloc sont copiées dans le bloc correspondant à l'instantané. C'est-à-dire que quand vous faites un instantané, donc un snapshot, il va seulement mettre en place les pointeurs des blocs pour le fichier. Et donc grâce à ça, vous allez utiliser, en fait, ça va être que sur les métadatas, il va utiliser très peu d'espace, voire quasiment zéro avec le BTRFS. Et vous allez pouvoir récupérer derrière des fichiers et faire du versionning. Et c'est extrêmement rapide aussi pour récupérer les datas, puisqu'il va seulement chercher les pointeurs, hop, et il refait monter les données. Voilà. Par contre, élément important, combien de snapshots je peux créer? Je peux créer jusqu'à 1024 snapshots sur mes dossiers partagés. Donc je crée 1024 instantanés sur ces dossiers, 256 sur les lunes, ce qui nous fait un total de 65 536, c'est la limitation pour chaque NAS Synology. Ça correspond aussi après derrière par rapport au nombre de dossiers que je vais pouvoir faire. Par contre, qu'est-ce qui se passe si je supprime mon dossier partagé sur lequel j'ai fait un instantané? Les snapshots associés seront supprimés, puisque vous supprimez le fichier d'origine, donc vous n'aurez plus les pointeurs qui vont aller pointer vers ce dossier, donc vous n'allez pas pouvoir remonter. Donc l'instantané est vraiment utile parce que c'est hyper rapide, on va pouvoir remonter dans les versions. Par contre, attention, ce n'est pas un système de sauvegarde à proprement parler.
c'est un ajout, c'est une fonctionnalité. Voilà, aucune copie n'est créée, c'est ce que je mettais. Alors, pour la partie et rapidement pour les snapshots, aujourd'hui, face au ransomware, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que si votre client vous dit voilà, moi j'ai besoin de me protéger parce que j'ai déjà eu des ransomware, vous mettez en place sur un NAS des snapshots, les ransomware ne toucheront pas aux snapshots. Même si votre volume est crypté, derrière, vous allez pouvoir remonter les données. Concernant Hyper Backup, Hyper Backup c'est aujourd'hui le logiciel, le hub pour faire vos sauvegardes. Avec cette application que vous téléchargez, vous allez pouvoir faire vos sauvegardes en local, sur des lunes, sur des répertoires, sur des fichiers, sur du disque dur externe. Vous allez pouvoir faire vos sauvegardes sur du réseau. Donc là, vous allez pouvoir le faire sur des NAS distants ou même sur des serveurs distants de marque Synology ou d'autres marques, ça ne pose aucun problème. Et vous allez pouvoir le faire sur les services de cloud public. Donc ça intègre tout, hein, les Amazon, les OneDrive ou autres, il y a tout. La grosse force, ça va être si vous utilisez deux NAS Synology. Vous avez d'un côté Hyper Backup et de l'autre côté, il faudra installer l'application avec l'icône qui est sur la droite, Hyper Backup Vault. Ça gère la déduplication de blocs. Alors, ça nous permet quoi? Ça permet que sur deux sites distants, imaginons, on ait une bande passante qui est réduite. Vous allez faire d'abord une première sauvegarde en local, puis vous allez mettre les deux serveurs chez vos clients à distance. Avec la déduplication de blocs, ce qu'il va faire, c'est que le premier serveur va calculer qu'est-ce qu'il y a sur son deuxième, et à partir de là, il va seulement prendre les modifications de fichiers, et même s'il y a des modifications, mais qu'il y a déjà des blocs qui sont présents, il ne va pas les copier. Donc on va énormément gagner en termes de bande passante. Donc sur deux sites, si vous avez des problèmes de bande passante, ça peut être une solution Hyper Backup et Hyper Backup Vault euh, sur les NAS Synology. Ensuite, vous avez bien sûr la possibilité, vous avez une compression de ces données. Vous avez un système de versioning qui est énorme. Vous avez la possibilité de mettre des filtres en place. Bref, il y a énormément d'options avec Hyper Backup. Maintenant, je vais vous parler de la HA. Synology aujourd'hui propose un système de high availability qui vous permet en fait de créer un cluster avec un serveur actif et passif. Le but étant, si j'ai une défaillance sur un système, sur la partie réseau, sur la partie matériel ou même sur la partie logicielle de mon serveur, je vais avoir une bascule de ce serveur vers un autre serveur qui va prendre le relais. Donc ça va vous servir si vos clients ne peuvent pas se permettre d'avoir une interruption au niveau de une interruption au niveau de leur travail. Ils sont obligés d'avoir accès en permanence à leurs données, à leurs informations, à leurs services. Donc comment ça fonctionne? On met en place un serveur actif et à côté, on va avoir un serveur passif. Le lien qui va se faire entre les deux, c'est ce qu'on appelle le Urbit. Il va se faire à l'aide d'un câble soit SFP+, soit réseau, mais il va se faire à l'aide d'un câble en lien direct. Vous ne pouvez pas faire une solution achat sur deux sites distants si vous n'avez pas de lien en direct. Vous ne pouvez pas passer par du VLAN, vous ne pouvez pas passer par un switch. Il faut absolument les relier tous les deux avec un câble en direct. Ça, c'est important. Donc j'ai mon serveur actif qui tombe. Automatiquement, le serveur passif prend le relais. En fait, on crée un cluster, donc on aura une adresse IP virtuelle qui regroupe les deux. Et ça fonctionne un peu comme un RAID 1, c'est-à-dire que l'information arrive sur le cluster et elle est directement répliquée sur l'un et sur l'autre. Et si j'ai une défaillance, je fais le bascule sur l'autre. Une fois que le serveur passif a pris le relais, il faut compter à peu près 1 minute, 1 minute 30 pour que tous les services, tout reprenne, que ce soit l'ISCSI, que ce soit les services de partage, les services de cloud ou autre, tout va remonter. Après, on va pouvoir intervenir sur le serveur actif et on va pouvoir reconstruire complètement son cluster. Par contre, ce qui est important, c'est que pour monter une achat, il faut avoir quoi? Il faut qu'on ait le même serveur. Il faut que le serveur soit identique avec les mêmes mécaniques, avec le même type de carte réseau. Si on met du cache SSD, on met du cache SSD sur les autres. Il faut que ça soit exactement identique,
Comme on voit sur le schéma, au niveau du RAID, il faut qu'on ait exactement la même chose. Donc ça, c'est très 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 important. Donc si je mets en place un gros serveur avec une grosse volumétrie, attention, il faudra que si je veux mettre du HA, il faudra que j'ai le même serveur avec la même volumétrie à côté. Donc aujourd'hui, si on prend l'exemple de tous les services que nous propose Synology, pour la sauvegarde, on a la sauvegarde parfaite. On va être sur un site, exemple d'abord, où on va avoir une solution de haute disponibilité. Donc, mes données vont être répliquées sur 2 serveurs en temps réel et j'ai même une remontée des services qui est la H1. Ce serveur de haute disponibilité, en plus, il sauvegarde sur ses JBOD, donc il fait du backup en local. Donc sur ses baies d'extension, il fait une sauvegarde. Mais en plus de ça, ce serveur, il va mettre en place, ce qu'on a vu tout à l'heure, de la réplication en temps réel sur un site distant, exemple qui est en Europe. Ce serveur qui est à distance va faire un backup sur son cloud, qui lui-même va faire un autre backup après derrière avec du versionning sur un autre site distant. Alors là, bon, bien sûr, on a la solution la plus chère et la plus sécurisée, mais c'est pour vous montrer dans ce schéma que Synology a pensé à tout pour avoir une solution de sauvegarde complète, puisqu'aujourd'hui, une sauvegarde, c'est minimum sur 3 supports différents. Si on a seulement une sauvegarde sur un disque dur externe ou sur un NAS, attention, ce n'est pas une sauvegarde, mais seulement un support de stockage. Ensuite, vous avez un outil pour administrer directement à partir d'un serveur l'ensemble de vos NAS, de vos différents serveurs, si vous avez besoin. Donc ça peut être pas mal en tant que revendeur si vos clients vous disent, écoutez, moi, je m'y connais pas trop, j'ai pas trop le temps, est-ce que vous pouvez me fournir un service de maintenance de gestion à distance? C'est tout à fait possible. Je vais vous parler rapidement du cache SSD. Les avantages du cache SSD vont être que l'ensemble des informations qu'il va y avoir entre le serveur et le NAS vont passer par le cache et vont permettre d'augmenter les IOPS. La RAM aussi permet d'augmenter les temps d'accès. Plus vous avez de RAM, plus les informations régulièrement qui vont être attaquées sur le serveur vont basculer sur la RAM. Mais aujourd'hui, l'utilisation du cache SSD, si on a besoin de performance, elle est primordiale. Ça coûte de moins en moins cher le SSD, donc il ne faut pas hésiter. Bien sûr, pour le cache SSD, il faut travailler au moins avec 2 disques durs si on veut faire de la lecture-écriture. Sinon, avec un seul disque dur, on n'aura que de la lecture. La présentation, je vous l'enverrai dans tous les cas par email, sous forme de PDF. On a un gros point bien sûr sur l'ISCSI, c'est-à-dire de plus en plus les administrateurs réseau utilisent les NAS pour faire du partage, mais aussi pour faire tourner leur machine virtuelle. Donc ils ont un hyperviseur sur un de leurs serveurs. Il prend en charge bien sûr les NAS Synology, l'ensemble des hyperviseurs les plus connus, Citrix, Windows et VMware. Et donc on va aller directement, on va monter des lunes ISCSI en mode bloc sur son NAS et puis on va aller directement attaquer à l'aide des serveurs ces machines virtuelles. Le gros avantage c'est que vous avez tout ce qui est solution de clonage, donc on va pouvoir cloner les lunes ISCSI, faire du sync provisioning si on veut augmenter les tailles. Et puis, on va pouvoir mettre aussi même en place du snapshot, de la réplication de lune. Enfin, voilà, vous avez énormément de solutions. Et puis, dans la dernière version du DSM, la 6.1.4, on a encore une optimisation sur les lunes ISCSI. Synology annonce plus 40% par rapport à la même version d'avant sur le même NAS par rapport à la nouvelle application, plus 40% de performance. Le nouveau-né qui est arrivé sur le système est Virtual Machine Manager. Alors avant, c'était que QNAP qui proposait ce genre de solution. C'est quoi? C'est une application que vous allez installer. Cette application, derrière, vous allez pouvoir créer une machine virtuelle qui va tourner directement et prendre les ressources de votre NAS. Alors, c'est quand même plutôt utilisé pour faire des tests. Par exemple, les administrateurs réseau ont besoin de tester une solution.
ils n'ont pas de serveur ou autre, ils vont pouvoir directement la faire tourner sur leur NAS et regarder un petit peu comment fonctionne cette solution. Mais aussi, ça peut être pas mal si, exemple, ils ont un vieux serveur avec un petit Active Directory, ils veulent remplacer le serveur, ils font l'achat d'un NAS un peu plus puissant, ils peuvent faire tourner ce type de solution. Donc les OS compatibles seront les OS Windows et Linux, et donc vous allez définir CPU, RAM que vous allez allouer à la machine virtuelle. L'outil est gratuit, ça fonctionne très très bien. Vous allez pouvoir bien sûr faire des backups de vos machines virtuelles, les mettre sur des sites distants, les répliquer ou autre, ça pose pas de souci. Et ils vont mettre en place pour 2018 une solution de Virtual Machine Manager qui elle sera une solution business qui sera payante, mais qui permettra de faire de la haute disponibilité en plus sur ces machines virtuelles. Donc vous aurez 2 serveurs et vous allez faire tourner un Active Directory, un serveur antivirus ou un serveur de mail. Vous allez même pouvoir avoir une solution de haute disponibilité entre les deux. Et ça donne bien sûr plus de flexibilité. Alors là, on va travailler plutôt sur la partie matérielle et comment adapter les besoins de vos clients par rapport à ce que nous propose Synology. Il y a 3 questions qui sont primordiales pour l'avant-vente. C'est, avant de choisir un NAS, c'est déjà d'identifier le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser ce serveur en simultané. Donc voilà, nous allons être 200, 300, bien sûr, par rapport, par rapport au nombre d'utilisateurs qu'il va y avoir simultanément, il va falloir un NAS plus puissant et surtout avec une interface réseau plus puissante qui va permettre un nombre simultané de connexions. Identifier la volumétrie désirée. Ça, c'est un petit peu le problème de chez Synology, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on monte sur un NAS puissant, forcément on va partir sur les 12B, hein, on n'aura pas des NAS puissants avec des petits châssis. Et identifier les usages du NAS. Est-ce que c'est pour faire seulement du stockage, seulement de l'archivage, ou non, on va travailler dessus, ou je vais faire tourner des machines virtuelles, je vais faire tourner des applications lourdes, je vais faire tourner un serveur, je vais mettre en place du backup, de la réplication sur différents sites. Tout ça, ça va prendre plus de mémoire, plus de ressources, et puis on va avoir les besoins en termes d'IOPS et de rapidité. On a mis en place un configurateur sur un configurateur NAS sur le site SQP, le nouveau site SQP, où vous pouvez choisir tour, rack, le type de disque dur et autres. Et vous avez aussi un sélecteur de NAS pareil qui va vous aider à mieux définir et même calculer le système RAID. Donc il y a les liens dessous. De toute façon, sur la page d'accueil, sur la partie gauche, vous avez ce type de configurateur. Alors les nomenclatures, pour ceux qui ne connaissent pas, on parle des NAS, on parle des DS 3017, RS 3617, ce genre de choses. Donc DS c'est pour Disk Station, c'est pour les tours, RS c'est pour les racks, FS c'est le nouveau-né, ce sont les Flash Stations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Synology a sorti une nouvelle gamme en 2017. Ce sont des NAS qui sont dédiés au SSD, full flash. Et après, vous avez les DX et les RX. Les DX, ce sont pour les baies d'extension en tour, et RX, ce sont pour les baies d'extension en rack. Ensuite, les numéros. Exemple, là, on a pris le RS 3617. Le 36 correspond au nombre de baies, donc au nombre de disques durs. Donc un RS 3617, comme on le voit sur la photo à droite, il a 12 disques durs. Mais le serveur tête peut gérer 2 baies d'extension de 12 emplacements, ce qui nous fait un total de 36 disques durs. Donc le RS180, il sait gérer 180 unités de disques durs. 17 correspond à l'année de lancement. Et le XS Plus correspond à la série. Voilà un petit peu pour les nomenclatures. Donc quand vous voyez quelle est la différence entre un 15-17 et un 18-17, bah maintenant vous connaîtrez la différence. Alors, donc on va regarder sur les gammes 2017 et 2018, un petit peu les nouveautés. Donc ça, c'est toute la gamme qui est mise en avant. Il y a certains modèles que j'ai pas mis, mais c'est les plus gros. La série J, je vais pas en parler, mais elle est vraiment tournée pour du particulier. Elle fait un petit peu
du backup et des solutions, on va dire, de partage, mais vraiment deux, trois utilisateurs, on va quand même plus travailler sur la série Value, la série Plus, XS, et je vous parlerai un petit peu de la série FS. Ce qui est important, ça va être sur ces séries, regardez, la série Value, elle est garantie de 2 ans, la série Plus, elle est garantie 3 ans, et la série XS et XS Plus, elle a 5 ans de garantie dessus, avec ses différentes gammes en tour et en rack. Les stars, de toute façon, ce sont les 216, 218, 218 plus, 918 plus, c'est vraiment les stars. Et les racks, c'est beaucoup les RS 3617, c'est vraiment les modèles qui partent le plus, qui sont les plus connus. Alors on va regarder pour les solutions de stockage pour les très petites entreprises et les PME. Je vous ai sorti 3 modèles. Donc pour moi, voilà, si vous avez des utilisateurs qui viennent vous voir en disant je veux faire du partage de fichiers, du backup, quelques petites fonctionnalités multimédia mais très limitées, et nous sommes entre 1 et 15 utilisateurs, vraiment maximum dessus. Voilà, on va pouvoir proposer un 216, un 418 ou l'équivalent qui va être en format rack, un RS 217. Mais on va pas pouvoir vraiment travailler sur le NAS. On va être vraiment sur du partage, un peu de backup. On n'aura pas de fonctionnalité de BTRFS, on n'aura pas de snapshot, on aura peu de performance, mais on aura quand même un serveur sur lequel on va pouvoir mettre en place certaines applications et au moins de la sauvegarde. En IOPS, on est entre 12 000 et 20 000. Ça, les IOPS, vous allez voir, on va vite grimper, quoi. Ensuite, on a la série Plus, qui est la série qui est quand même assez intéressante pour beaucoup d'utilisateurs. Donc l'avantage, elle est évolutive, elle intègre des fonctionnalités avancées, donc le BTRFS, les snapshots. On va pouvoir, exemple, monter un serveur Active Directory sur ce type de serveur sans aucun problème. Par rapport à Active Directory, petite parenthèse, ils ont sorti une application qui permet de monter un vrai Active Directory avec énormément de fonctionnalités. Alors, peut-être pas autant que ce que propose Microsoft, mais c'est assez bluffant. Si vous avez besoin d'infos, je pourrais vous en parler. On va pouvoir aussi mettre à partir de ces séries-là de la haute disponibilité. À partir du moment où vous avez 2 ports réseau dessus, on va pouvoir mettre de l'AHA entre ce type de serveur. On a entre 15 et 90 utilisateurs, entre 35 000 et 57 000 IOPS. La question, exemple, si est-ce que je prends un 218 plus ou un 718 plus, l'exemple là, ça va être est-ce que je sais que je vais avoir une volumétrie qui va augmenter pour mon client. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a besoin de 5 Tera, mais il se dit que dans 2-3 ans, il en aura besoin de 15. À ce moment-là, je vais partir sur un 718 plus, sur lequel je vais pouvoir ajouter une belle extension, et je vais pouvoir ajouter des disques durs pour augmenter la volumétrie. Donc ça, c'est un exemple. Pour la partie réseau, on est toujours sur du gigabit dessus et on ne peut pas rajouter de carte d'extension. Attention. Ensuite, on va parler sur la partie grande entreprise. Alors là, on est sur les gammes XS et XS+. Suivant les modèles, exemple les 3617 et 4017. Le 4017, c'est un 16 emplacements, c'est un des plus puissants. À l'intérieur, sur ces gammes, vous avez que des processeurs Xeon de type serveur. Vous pouvez monter en mémoire jusqu'à 128 Go de RAM. C'est conçu pour la virtualisation. Dessus, vous avez des cartes 10 gigabits BAST natives. Vous avez des doubles alimentations. Vous avez des slots d'extension sur lesquels vous allez pouvoir rajouter des cartes si vous voulez passer sur du Fiber Channel, même du 40 gigabits s'il le faut. Donc on est vraiment sur des grandes entreprises, sur des besoins en volumétrie qui sont importants, sur de la puissance et de l'évolutivité. Et donc là, on peut monter jusqu'à 600 utilisateurs en simultané. En IOPS, on a entre 121 000 pour le modèle Tour et jusqu'à 250 000 IOPS pour le 4017 XS. Donc puissance, volumétrie et un nombre important d'utilisateurs simultanés. Là, je vais vous parler du RS 197 XS. Lui, c'est le seul à pouvoir prendre en
en charge les disques durs SAS. C'est-à-dire qu'il prend les disques SATA et les disques SAS. Ça va permettre de pouvoir augmenter en performance. Mais surtout, lui, il est capable de gérer jusqu'à 180 lecteurs, 180 disques. Donc, on est capable de monter sur des volumes à plus de 1 pétaoctet. Donc, si vos clients ont besoin de puissance, mais surtout d'avoir un châssis rackable avec d'énormes volumétries, chez Synology, on va partir de suite sur ce type de produit. Ensuite, vous avez les FS. Alors, les FS, on a la série 2017 et la série 3017. 2017, elle est un peu moins puissante. Là, je vous présente la série 3017. En IUPS, donc là, sur du full flash, on est autour des 368 000 IUPS. C'est énorme, hein, quand on voit par rapport au premier, on était à 12 000. Donc là, ça va être fait pour faire tourner des machines virtuelles, pour faire tourner de la base de données. Donc on va être sur une faible volumétrie, mais là on a besoin de puissance brute, avec une partie réseau sur lequel on va avoir pareil du 10 gigabits, du 40 gigabits dessus. Donc ça va être un serveur de calcul avec des IOPS très très importants. Donc ça c'est pour des besoins bien spécifiques, hein. Bien sûr, toutes ces gammes de serveurs NAS, on va pouvoir ajouter, comme on l'a vu, des baies d'extension en format tour, en format rack, avec différentes connectivités, soit sur du SAS, soit en USB, soit en SATA. Les JBOD, on va pouvoir les connecter, ça dépend les ports qui sont en mis. Plus on va monter en gamme, bien sûr, plus les ports seront rapides, quoi. Donc voilà, sur la gamme Synology, je vous ai présenté du coup certains modèles, pas tous les modèles, mais pour moi c'est les modèles vraiment les plus importants, et ça permettra de vous orienter et de définir les besoins de vos clients. Rapidement, avant la partie questions-réponses, je vais vous présenter deux, trois solutions que nous vous proposons. Bien sûr, tous ces NAS, il faut les protéger et on vous propose toute une gamme d'onduleurs Ayton. Si dans un autre univers, on a QSAN qui est spécialisé dans le SAN, comme son nom l'indique. Si vous avez des besoins de baies de stockage, mais pas forcément sur du NAS, mais à brancher directement sur un serveur, on a pas mal de châssis qui pourraient vous intéresser avec du double contrôleur, du simple contrôleur, très évolutif, sur lesquels bien sûr les disques durs sont pas tagués. Donc n'hésitez pas, on a même un serveur à votre disposition chez SQP où on peut vous donner la main et même vous faire des prêts si vous avez besoin un petit peu de tester ce type de machine. Ensuite, on a un large choix de DAS, hein, de disques durs externes, avec différents produits en USB-C, en Thunderbolt, en SAS ou autre. On a un nouveau-né qui est arrivé, on a un petit boîtier Bistor et SQP, donc c'est une nouvelle marque. Donc ce petit boîtier, il sera en aluminium et avec différentes couleurs. Il sera en USB-C 3.1, 10 gigabits seconde. Il y a les deux câbles, il est déjà disponible. Il y a deux câbles à l'intérieur, il y a USB-C classique et USB-C USB-A pour les autres machines. À l'intérieur, vous allez pouvoir mettre des mécaniques soit SSD, soit des mécaniques, des disques durs mécaniques tout simplement. Et voilà, donc c'est un nouveau boîtier qu'on propose. C'est une exclusivité chez nous. Ensuite, on a toute une gamme chez GTEC avec des contrôleurs RAID, avec du Thunderbolt 2 ou 3. Et puis pareil, on a chez Akitio avec soit des DAS avec des contrôleurs RAID ou sans contrôleur pour les environnements Windows ou Mac avec du Thunderbolt. On a toute la gamme de chez Promise qui est très connue avec leur carte RAID et on propose des contrats de service dessus. Pourquoi on le fait? Parce que le SAV chez Promise c'est compliqué. On a toute une gamme OWC pour remplacer les disques durs des Mac de toutes les gammes, les iMac, les MacBook Air ou autres. Et ils font aussi toute une gamme de DAS, des B DAS sur lesquels on aura du 2 emplacements ou du 4 emplacements. Et une solution de sauvegarde pour les PC ou Mac avec Retrospect. Et puis on va bientôt proposer d'autres solutions de backup très prochainement, l'année prochaine chez SQP. Voilà pour la partie commerciale, n'hésitez pas, vous avez Alain Juarez, vous avez vos commerciaux que vous connaissez, puis sinon vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche. Et pour la partie SAV avant-vente,
vous pouvez me contacter ou Fedaker. Vous avez nos adresses mail. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre à disposition le son et le chat. Alors, voilà, je remets le son pour les personnes qui sont toujours là. Alors, est-ce que vous avez des questions? Regardez. Allô? Mhm. Donc tableau Excel? Ouais, bon, aussi, moi j'avais fait le tour, donc normalement. Alors, Oui, avez-vous des il y a questions un petit des peu choses à sur la saisir, mais partie ça, je l'ai déjà envoyé à des Raphaël. serveurs? Donc, ok, ça c'est ce qu'il faut saisir au moment de la mise en place. Mais ça, la saisie, c'est bon, c'est pas. Je veux dire, toutes les questions, les choses qui ne marchaient pas ou sur lesquelles on n'avait pas de réponse, on a. Allô? Est-ce que vous m'entendez, tout le monde? Oui. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez des questions peut-être un peu sur certaines fonctionnalités ou des mises en place ou sur les séries? Alors, des NAS sans ventilateur? Non. Aujourd'hui, tous les NAS sont ventilés. Après, ce qui fait le plus de bruit sur le NAS, c'est les mécaniques, hein. C'est clairement pas les ventilateurs. Et par contre, vous avez un système concernant la ventilation qui est intégré dans les NAS qui permet de réguler le flux d'air, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, par défaut, il y a des capteurs, hein, et donc il va réguler le flux d'air, mais sinon, vous pouvez définir une vitesse de rotation. Mais si vous voulez un NAS super silencieux, vous mettez du full flash à l'intérieur et là vous serez un peu plus tranquille. Mais c'est vrai que c'est surtout les disques durs qui sont assez bruyants, quoi. Voilà pour cette question. Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être sur la machine virtuelle, sur ce qu'ils ont intégré? Sur Time Machine, Ouais, sur Time Machine. donc Alors, ouais. la limitation du volume utilisé, elle est générale à tous les clients ou elle peut se faire par client? Alors, en fait, pour le Time Machine, ce qu'on fait, c'est que, alors, on définit un répertoire de partage sur lequel la sauvegarde va se faire. Mhm. Et après, le mieux, c'est de créer des comptes utilisateurs avec des quotas. Et D'accord. c'est-à-dire que ce compte utilisateur, exemple, va être utilisé pour Time Machine. C'est-à-dire que quand il sera dans son environnement Mac, là vous voyez exemple mon Mac, quand je vais me connecter sur Time Machine, je vais me connecter sur mon serveur, il va me demander un nom d'utilisateur et un mot de passe. Et à ce moment-là, je mettrai le nom d'utilisateur et le mot de passe que D'accord. j'ai défini avec ce quota-là, et ça va me permettre justement de ne pas pouvoir être en illimité. Ça va être sur ça. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo que je pourrais vous partager sur la mise en place ou autre. J'ai fait une petite vidéo sur le serveur Time Machine, ouais. D'accord. Donc le serveur Time Machine n'a pas sans login, mot de passe. Vous suivez mon regard En fait, en fait, on va sur un créer. autre NAS que vous vendez aussi. Pardon? Vous avez Je dit? dis, donc le serveur Time Machine n'a pas son propre login et son propre password. Non. On Non, non, utilise. non, voilà. Voilà, il n'y a qu'une app par contre qui a son propre login et Voilà. son propre password. En effet, on peut le dire, il n'y a pas de souci, hein. Qui a son propre login et son propre password sur lequel on va se connecter. Et là, non, il va y avoir une gestion utilisateur. Alors c'est pas mal parce que du coup, l'avantage c'est que bah, dans un univers, vous avez, il y en a, ils sont sur de l'iMac, il y en a, ils sont sur des MacBook Air. Bien sûr, c'est pas les mêmes volumétries. Donc grâce à ça, on va pouvoir un petit peu définir. Donc c'est un avantage pour moi, oui, c'est sûr. Oui, oui, je confirme. Ok, merci. De rien. Alors, est-ce que sinon, d'autres questions peut-être?
Vous avez utilisé ce genre de solution un peu, les solutions de ShareSync, Cloud Station Server, ShareSync? C'est pas mal ça pour tout ce qui est synchronisation avec les différents appareils et les différents NAS. Donc ça nous permet de faire la synchro en temps réel. Avez-vous des questions ou pas? Si vous n'avez pas de questions, on va s'arrêter là, hein. Ok. C'est bon pour vous? Eh ben, n'hésitez pas, je vais vous partager la présentation, ça vous servira de support, vous aurez le temps un petit peu de regarder. Pour 2018, Synology prépare encore pas mal de choses. Au niveau matériel, ça va pas trop évoluer. On a quand même la plupart des nouvelles gammes, hein, qui sont les gammes, bien sûr que vous avez vu 18 ou 17 plus. Mais on va avoir encore pas mal de solutions, surtout sur la partie applicatif. Et ils sont même en train de développer un outil qui est pas mal, qui permet donc de faire du backup sur leur propre cloud, mais d'avoir aussi une continuité de service. C'est-à-dire que si le NAS chez votre client tombe, les services vont reprendre sur les serveurs de chez Synology. Alors les services seulement pour le partage de fichiers, certaines choses, mais voilà, c'est des petits trucs qu'ils sont en train de mettre en place. Alors oui, c'est ce que je disais. Voilà. J'ai une question. Depuis l'application mobile Synology Cloud, peut-on directement écrire sur les documents? Non, il va falloir enregistrer le document sur son support mobile et après le réuploader, hein. Ouais, ça c'est pas possible. Voilà. Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions,